sensible de valeur de cette partie de la population. Juste un petit éclairage. Véronique Bustrel, conseillère nationale Travail, Emploi, Formation à l'APF. Juste, il faut savoir qu'en France, il y a 700 000 personnes en situation de handicap qui travaillent. Donc, je ne suis pas tout à fait certaine que les chiffres éventuellement que vous envisagiez, savoir qu'il y ait beaucoup plus de personnes en situation de handicap qui sont bénévoles et qui ne sont pas rémunérées, je pense qu'il faut aussi peut-être pondérer un peu tout ça et se dire qu'il y a aussi des personnes en situation de handicap qui travaillent, qui ont une activité professionnelle, qui est rémunérée, ou des personnes qui effectivement travaillent en ESAT et qui aussi là ont à la fois une rémunération directe et une allocation. Donc je pense qu'il faut pondérer un peu tout ça. Il y a une réponse là-bas. Excusez-moi, je vais répondre encore. Alors voilà, il y a ce chiffre énorme de personnes handicapées qui travaillent avec un travail rémunéré, mais quels sont leurs contrats ? Est-ce que c'est des CDI, des CDD ? Combien de temps leur travail va durer ? Est-ce que leur handicap va évoluer ? Est-ce qu'il a déjà évolué ? Combien de travail ils ont fait dans leur vie ? Est-ce qu'ils font une carrière toute leur vie ou est-ce qu'ils sont passés par une dizaine de travails différents ? Voilà. Enfin, juste en 2 mots, il y a des études qui sont faites chaque année par un institut qui s'appelle la DARES, qui est un institut ministère du Travail, et qui étudie les personnes qui sont en emploi et qui correspondent aux emplois dans les entreprises de 20 salariés et plus. Et donc, pour l'année 2011, qui est en fait la dernière année étudiée, dont le rapport est paru en novembre 2013, on sait qu'il y a environ 370 000 personnes en situation de handicap qui travaillent dans des entreprises de 20 salariés et plus, entreprises du secteur privé. Donc ensuite, vous avez une partie des personnes qui travaillent dans le public, etc. Enfin bref. Pour ces personnes-là, par exemple, on sait que la très grande majorité des personnes travaillent en CDI depuis très longtemps chez leur employeur. Mais vous avez raison de poser les questions qui sont celles de l'accès à l'emploi, celle de l'évolution et de la carrière professionnelle des personnes, celle de la fin de carrière et éventuellement de la sortie de l'emploi pour un certain nombre de personnes. Et effectivement, ce que vous pointez est intéressant aussi, c'est qu'on assiste aujourd'hui, et ça on le sait en regardant les données de la GFIP concernant les placements par le réseau Cap Emploi, on sait aussi qu'on va vers une précarisation de l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap, quelque chose qui était assez inconnu jusqu'à présent et qui en fait fait sens aussi avec la précarisation du marché du travail en France, puisqu'en fait, on se rapproche des tendances qui sont aussi celles du marché du travail. Et donc, par exemple, pour l'année 2012, vous avez 30% des personnes qui ont été recrutées en CDI, 30% qui ont été recrutées en CDD et 40% des autres personnes qui ont été recrutées par des contrats de type intérim, etc. Donc, c'est vrai je vous rejoins sur ce volet-là, c'est de s'interroger quand même sur la stabilité et sur l'accompagnement et la sécurisation de l'emploi des personnes handicapées. Très bien, merci pour cette réponse très documentée. Une dernière intervention et puis on enchaînera. Monsieur. Bonjour. Tout à l'heure, monsieur le sociologue, vous parliez à juste titre la reconnaissance des personnes des personnes travaillant. Donc, je rappelle que l'APF justement demande une reconnaissance du statut de bénévole parce que le travail de bénévole, chacun sait que s'il n'y avait pas de bénévoles en France, les choses iraient beaucoup moins bien. Donc, c'est une manne d'activité très importante et que les bénévoles ont un rôle essentiel dans la vie politique, associative et voilà. Et donc, sans eux, beaucoup de choses ne se feraient pas. Vous avez parfaitement compris le sens de mon discours. Très bien. En tout cas, merci pour cette intervention, Monsieur Puel. Merci à toutes les questions. On va rester sur ce sujet tout l'après-midi. On va le dérouler par différentes formes. Vous voyez qu'on oscille entre le philosophique, l'économique, entre le marchand, le non-marchand. Tout ceci fait partie intégrante de la question. Un petit intermède avec ces personnes qui vont nous faire une... Oui, c'est vous. Théâtre d'improvisation. Merci.
Bien, alors nous sommes la Ligue d'improvisation lyonnaise. Effectivement, merci de continuer. On a assisté ce matin aux ateliers, on a pris des notes, mais voilà, on attendra vos restitutions aussi tout à l'heure. Là, on a assisté au début de cet après-midi, on a pris des notes et on va vous restituer ce qu'on en a compris. Voilà. On verra hein, si c'est bien ce que tout le monde a compris. Alors, on va terminer cette improvisation par ce geste-ci. Regarde. Alors, on voit bien partout en plus. Donc, quand on sera dans cette position, vous pouvez applaudir bien fort. Ça veut dire que l'histoire est terminée. Hein, donc, applaudissez. On va faire un essai. Non. C'était vous? Oui. N'hésitez pas, hein, voilà. Vous pouvez y aller. Est-ce que vous êtes prêt, François? Je suis prêt, Jean. Alors, c'est parti. Voilà ce qu'on a compris de cette après-midi. Oh, t'as vu Sylvie? Oui. On est quand même bien à l'hôtel de région. T'as vu là sur la 12, tu peux regarder tout ce qui se passe dans tout le bâtiment. T'as vu? Ah oui. C'est franchement chouette. Alors, Voyons, on dirait presque les travaux de l'Assemblée. oui, t'as vu ça? Alors, hop, regarde sur la 13 là, c'est les petits jardins d'hiver. Sur la 14, c'est le bureau du président qui est pas là de toute façon. il est pas là. Alors, sur la 15, sur la. Oh, C'est la plénière. c'est la plénière. Voilà, c'est intéressant ça. Et c'est quand même le seul endroit où on peut regarder la télé en travaillant. Bah oui, c'est quand même bien. On a un bon travail. Hein. Enfin. Alors, attends. Alors, attends. Est-ce qu'on travaille? Est-ce qu'on travaille? Parce que moi, j'ai discuté avec Monsieur Puel, je sais plus du coup si je travaille ou pas. Alors, attends, parce que là, je regarde. Moi, je sais plus. Est-ce que je travaille? Est-ce que j'ai un emploi? Ou est-ce que j'effectue une activité? Alors, attends. C'est il crevant. est en train de tout expliquer, là. Ah. Voilà. 2 minutes. Excuse-moi. Oui, allô? Comment ça qui c'est? Comment ça qui je suis? Je vais pas vous sortir ma carte d'identité, hein? Ah non, je ne sais pas encore qui je suis, je le saurai quand je serai morte. Ah bah oui, c'est ça. On sait qui on est par l'histoire qu'on se crée. Et tant qu'elle n'est pas finie, je peux pas vous dire. Ah, mais si vous n'avez pas compris, demandez à M. Puel. Voilà. Sylvie, ça m'a tout remis en cause, là. Ça m'a entièrement chamboulé l'intérieur. Je pensais que je venais ici pour travailler. Ah oui, non mais... J'ai juste un emploi. Oui, maudit. Attention, parce que là, du coup, tu vas trop dans l'activité immanente. Ouais, non, parce que maintenant, on dit plus, tiens, je réfléchis, j'ai une activité intellectuelle. On dit, on a une activité immanente. Et là, c'est trop. Lâche, va dans le transitoire. Transitif. Transitoire, c'est trop un mot que je connaissais. Va dans le transitif. Retourne à la relation avec les gens. Regarde, on en a plein des gens. Ok, oui, t'as raison. Hein, bonjour. Mais est-ce que c'est... Je fais du transitif. Bonjour. Réveille pas Je fais cette du demoiselle, s'il transitif. te plaît. Est-ce que Sylvie, est-ce que la relation avec les gens, c'est une activité? Transit. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ça va. Mais si c'est une activité, c'est l'activité transitive, justement. Attends, il y a la suite. Ah. Il y a les bonus. J'ai accédé au bonus. Moi, j'ai pris 2-3 notes et je peux te dire que je sais que je travaille. Tu sais pourquoi? Non. Parce que je sais que c'est un peu une souffrance de venir tous les jours. C'est vrai. Je sais que je vis quelques tensions. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Je sens une sorte d'exploitation. Tout à fait. Et c'est un vrai labeur. C'est vrai. Bon, c'est que je travaille. D'un autre côté, bon, si, allez, d'accord, j'ai quand même quelques joies. J'ai le statut social, donc voilà, tout ça, c'est que je sais que je travaille. C'est moi, ça ta joie. C'est me retrouver au bureau. Oui, c'est vrai. Je suis ta part agréable de ton emploi. Bah, en fait, comme de toute façon, travailler, c'est quoi? C'est se partager quelque chose, c'est se partager. Alors, c'était très très clair, Attends, c'était très très clair, c'était se partager. L'activité humaine n'est plus qu'un... Non, c'est pas ça. Mais on... C'est vite. On fait plus rien, là. Tu crois qu'on doit le déclarer aux acédiques? Attends. Tu crois qu'on est au chômage depuis 2 minutes, maintenant qu'on discute et qu'on est juste en activité? Non, parce que c'est une sorte de travail aussi. Un jour, ça sera reconnu ce qu'on fait, là. Ça sera reconnu ce qu'on fait. Comme du travail. De discuter avec ses collègues, ça sera reconnu. Mais
fais ça avec toi de manière tout à fait bénévole. Hein. Je ne veux pas être rémunéré pour... Mais si, mais justement, c'est ça, on va y arriver. Même ça, le bénévolat, on va y arriver. C'est vrai? Mais oui, il sera au moins, si ce n'est rémunéré, parce que du coup, ce serait plus du bénévolat, mais il serait reconnu. Mais si le bénévolat devient du travail, est-ce qu'on est obligé d'amener la partie labeur et la partie... Parce que si c'est faire du bénévolat pour se faire chier, franchement, ça vaut pas le coup. Autant avoir un emploi, au moins tu t'emmerdes, mais t'es payé, non? Ouais, c'est vrai. Mais il y a un monsieur qui a fait un discours, j'ai vu moi, qui a déclenché l'Assemblée. Ce monsieur, il a dit qu'il fallait tous qu'on entreprenne. Et moi, j'ai décidé, j'entreprends. Voilà, merci beaucoup. J'entreprends. Tout entreprend? Salut Sylvie! Je suis fait. Il m'arrive un truc. Bah, tu vois, t'as été reconnu pour tes capacités. Eh, C'est la première fois que ça t'arrive. mais t'as raison, parce que de toute façon, pour être capable, il faut être retenu. Reconnu. C'est monsieur qui m'a retenu. Bon, on y retourne Non. À l'emploi. Parce que toi et moi, il faudrait quand même qu'on travaille dans notre emploi. Ce serait une sorte d'activité. De l'activité, du travail et de l'emploi pour tous, ils avaient dit. Bah là, il y a du boulot. Ouais, il y a du boulot. C'était ce que je voulais. Mais oui, parce que exactement, les mots changent le monde, vous l'avez dit également. On vous laisse, on revient tout à l'heure pour ce qu'on aura compris de vos ateliers de ce matin. Merci au Théâtre d'Impro, on peut vous encourager encore. Alors Thierry, un moment important maintenant de notre après-midi, c'est la remontée de nos cogitations de ce matin, des ateliers. Et on va appeler, pour venir vers nous ici, les animateurs de 4 de ces ateliers. Et on va peut-être déjà s'arrêter sur les ateliers qui avaient une vision un peu plus économique dans la réflexion. Et on va appeler un des animateurs qui a animé le travail adapté et protégé, une des solutions. L'inclusion par l'économie sociale et solidaire, les pratiques managériales et l'inclusion, la formation comme levier d'inclusion socio-professionnelle. Alors ces 4 animateurs, s'ils veulent bien venir nous rejoindre, on va pouvoir présenter le PowerPoint des idées fortes qui ont été retenues. Si je peux me permettre, Jean-Luc, quand tu travailles, il n'y a plus de boulot. Je t'en laisse un peu. Merci, tu as tout dit. Voilà, donc prenez place. Le principe, c'est que, bien évidemment, ce matin, ce qui a été co-élaboré, produit dans les ateliers, eh bien, doit vous être restitué, d'autant que tout le monde a subi la frustration de ne pas participer aux 5 autres ateliers qui étaient conduits pendant qu'il participait au sien. Voilà, je crois qu'il y a une autre place là-bas. On va répartir les animateurs, s'il vous plaît. Voilà, donc 2 tables rondes cet après-midi, celle-ci sur la dimension économique avec la restitution de ces 4 ateliers, et puis, dans un autre temps, les autres ateliers. Voilà, donc ces points forts paraissent sur quelques diapos que vous avez sous les yeux. Chaque animateur d'atelier va nous en dire peut-être un petit peu plus. Et l'idée vraiment, là encore, c'est qu'on puisse ensemble réagir, se questionner, proposer des choses qui feront après ce que nos états régionaux de l'inclusion 2013 vont porter un peu, chacun et chacune, là où nous sommes, avec nos responsabilités. Peut-être commencer par entreprise adaptée. Qui est l'animateur ? Emmanuel. Bonjour. Alors déjà, c'était assez difficile de trouver 3 idées fortes parce qu'en fait, on a beaucoup débattu, il y a eu beaucoup d'échanges ce matin. Donc j'espère que les gens qui ont participé à ces 2 ateliers vont s'y retrouver. Donc on a essayé de résumer et de retenir quand même 3 idées importantes. Par rapport au travail adapté et protégé, toute la question des passerelles qui ne sont pas forcément très effectives aujourd'hui, entre les ESAT, les entreprises adaptées, le milieu ordinaire, l'idée de la fluidité derrière, enfin arriver à construire des parcours d'insertion professionnelle, y compris dans le milieu adapté et protégé.
Et puis évidemment, favoriser la sortie vers le milieu ordinaire. On a beaucoup parlé aussi des questions des ruptures entre la vie, on a appelé ça la vie scolaire, tout ce qui se passe en termes d'insertion scolaire, et l'après en termes d'insertion professionnelle. Il y a souvent des cassures, des ruptures, et donc cette question elle est centrale. Comment anticiper l'insertion professionnelle, comment travailler mieux avec l'éducation nationale aussi, ou le milieu d'éducation spécialisée. Anticiper pour éviter les ruptures. Et enfin, la construction, l'idée de la construction des parcours professionnels comme une accumulation d'étapes et pas simplement un linéaire, mais des étapes qu'on va réaliser pour avancer, pour progresser. Voilà. Merci Emmanuel. On va passer à l'atelier d'après, hein, peut-être, et puis après on ouvrira bien sûr le débat. Sur l'inclusion par l'économie sociale et solidaire, c'est Julien là qui est au nom du groupe. Bonjour, au nom du groupe, alors de la même manière, hein, donc il a fallu faire une synthèse, je ne sais pas si on pourra aborder mais, tout ce qui a été évoqué. On parlait d'entreprendre tout à l'heure, donc l'économie sociale et solidaire, c'est bien une façon d'entreprendre, donc il existe plein d'initiatives et d'intentions sociales et citoyennes qui doivent amener une meilleure prise en compte de l'inclusion. Ça signifie qu'il y a plein de choses qui se font, mais ces choses doivent pouvoir être mieux valorisées, mieux identifiées, voire modélisé pour pouvoir être ensuite dupliqué. Et cela ça passe par un cadre législatif en tout cas beaucoup plus ferme, hein, et des moyens beaucoup plus importants pour pouvoir modéliser et valoriser, communiquer sur tout ce qui peut se faire. On se rend compte, justement nous évoquions sur la loi en cours sur l'économie sociale et solidaire, comment finalement une impulsion législative permettrait au conditionnel de pouvoir avoir plus de reconnaissance, etc. Et le deuxième, c'est qu'on a parlé encore une fois d'esprit d'entreprendre. L'ESS, et notamment, je reprends, hein, donc ce sont les associations, les coopératives et les mutuelles pour l'instant, et permet d'entreprendre collectivement de manière beaucoup plus souple que l'entrepreneuriat dit classique. Nous avons parlé des associations, des coopératives d'activité, en vue de répondre à des besoins individuels. Ce qui semblait important, c'était la notion de collectif. Hein, comment un collectif de porteurs de projets peut arriver plus facilement, alors c'est toujours le parcours délicat d'entreprendre, mais en tout cas de pouvoir avoir plus de chances de répondre collectivement à des besoins individuels. Cela, nous avons évoqué un point fort, mais nous avons évoqué un point de vigilance, notamment sur le fait que construire ses propres réponses à ses propres besoins, c'était une solution à court terme, notamment d'insertion, et notamment professionnelle, mais qu'il y avait un risque d'empêcher un décloisonnement à moyen terme, et voire à long terme. Hein, donc plutôt de voir comment finalement la notion d'inclusion n'est pas et ne doit pas rester le panache, en tout cas de l'économie sociale et solidaire, mais bien de la société dans son ensemble. Hein. Je vous laisse mon micro sur les pratiques managériales. Non, vous voulez suivre Julien. D'accord, très bien, il n'y a pas de souci. D'autant plus que les idées que vous avez développées, on les a aussi abordées parce que finalement dans les pratiques managériales, il y a aussi l'entrepreneuriat. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de développer. Alors, on a mis un titre assez ambitieux, au service de la performance de l'entreprise, parce qu'on se met dans cette réalité-là. Les entreprises auxquelles on pense doivent rester performantes, c'est ce qu'on attend d'elles aussi, pas seulement d'avoir un projet humaniste ou humanitaire, mais vraiment aussi de garder le cœur de leur métier. Alors, l'idée, c'est que le manager doit partager le sens collectivement, c'est-à-dire le projet d'inclusion. C'est un projet qu'il peut faire partager à ses collaborateurs. Et il faut qu'il puisse rentrer dans ce projet. Donc, c'est un peu son rôle, lui, de comment arriver à convaincre ses collaborateurs de rentrer dans ce projet de l'inclusion. Un point important aussi, c'est la croissance des talents. C'est-à-dire que le parcours professionnel, vous aviez parlé des parcours professionnels ou de formation, il y a aussi un parcours de l'employé ou du travailleur au sein de son entreprise et il va pouvoir développer son talent sur une certaine durée, en tout cas tout au cours de sa carrière. Donc on n'embauche pas seulement des talents, mais aussi on aide les gens à croître et à développer leurs compétences au sein de l'entreprise. Là aussi, ça rejoint l'idée d'une performance à long terme et le fait que l'inclusion
et la performance à long terme vont se nourrir réciproquement. C'est-à-dire que quand on a un projet à long terme d'inclusion, on a aussi un projet à long terme de meilleure performance de son entreprise. Et l'un va avec l'autre. Un peu à l'opposé de l'idée du court terme et d'une productivité qui serait finalement pas très payante sur le moyen ou long terme. Les différences aussi donc sont un point d'appui pour ouvrir des espaces et des temps de communication. Évidemment, quand on pense à communiquer autour de ces différences ou de ces différentes compétences, il faut que l'entreprise puisse organiser ces espaces de communication, à la fois pour les personnes handicapées, mais en fait finalement pour tout employé qui a forcément une différence avec son collaborateur. Pour créer ces espaces de communication et rassurer et bien sûr dépasser les peurs et les craintes des managers, la formation et le partage d'expériences sont un point important, mais je pense que ce sera traité dans des ateliers suivants. Donc l'idée, c'est que des entreprises qui ont cette expérience de l'inclusion puissent le partager avec d'autres. Et la formation, depuis bien sûr l'école, est importante. Enfin, on voulait terminer sur le fait qu'il ne fallait pas seulement penser l'inclusion d'une personne en particulier, mais que ce doit être tout un système qui doit penser à s'enrichir de ces différences. La différence amenée par la personne qui a un handicap, mais la différence qu'on a tous les uns et les autres. Donc si le système permet d'organiser cette différence en son sein, normalement elle devrait s'enrichir et on revient au service de la performance de l'entreprise. Voilà. Merci bien. Et le dernier atelier pour ce premier temps sur la formation comme levier d'inclusion professionnelle. Alors, je fais la restitution de cet atelier, mais je dois excuser Gaël Brandt, qui était celui qui normalement devait faire cette restitution et qui est en régie. Et je crois que la technique fonctionne bien, donc il y est aussi pour quelque chose. Donc, la formation, alors la première idée forte, c'était de rappeler que la formation était un droit fondamental. On est allé jusqu'au droit de l'homme, jusqu'au droit européen sur la formation pour tous. Donc, droit fondamental, mais pour lesquels il y avait 2 clés d'accès, l'orientation et l'information. Et beaucoup trop de personnes en situation de handicap aujourd'hui n'ont pas accès à cette information et aux prestations d'orientation. Et puis, il faut dire qu'au-delà de la société elle-même, qui ne connaît pas toujours la question de la formation pour les personnes en situation de handicap, qu'elles soient en droit commun ou en milieu spécialisé, les associations ont été aussi interpellées, titillées sur le fait qu'elles ne favorisaient pas toujours cette dimension formation dans les projets de vie des personnes qu'elles accompagnaient. Le deuxième point clé, c'était que la réussite de la formation passe par une logique de parcours et donc de partenariat. On a vu que souvent, autour des projets de formation, il y avait plusieurs partenaires qui s'associent pour qu'elles réussissent. Mais on a bien vu que les gens de terrain étaient assez partants pour travailler ensemble, mais que cela exige un décloisonnement institutionnel. Et je dirais que là, on a encore beaucoup de chemin à faire entre les domaines de compétences que sont la région, l'État, la GFIP, etc. Et qu'on n'a pas encore beaucoup de perméabilité entre ces différents acteurs institutionnels. Et enfin, troisième idée forte, c'est que l'expertise de la personne en situation de handicap est un levier pour l'accompagnement en formation et que trop souvent, on néglige cette dimension-là, car la personne elle-même en situation de handicap a souvent des solutions à proposer, puisqu'on a vu que la réussite de la formation passait par beaucoup d'inventivité, que ce soit du centre de formation, que ce soit des partenaires ou que ce soit de la personne en situation de handicap elle-même. Donc, importance de l'expertise de la personne, mais je crois que c'est valable aussi pour la question du travail. Merci beaucoup. On voulait cette restitution rapide et synthétique. Pour autant, je pense qu'on peut, si tu veux bien, Jean-Luc, commencer par des questions de la salle qui pourraient demander à nos présentateurs des précisions sur une chose ou l'autre. Et peut-être qu'on pourrait nous amener au moins un micro ici à la tribune. J'ai peur de m'en faire dessaisir une deuxième fois. Et puis peut-être aussi demander à la régie de repasser les diapositives qui présentent les différents items, parce que ce n'est pas facile de les avoir mémorisés peut-être tous spontanément. Voilà, donc vous avez participé aux ateliers ou vous n'avez pas participé à certains. Est-ce que vous avez des demandes de précision quant à ce qui a été présenté ici? Alors, une première question apparemment. Bonjour, Mathieu Lebleu, ADAPI du Rhône. Je voulais réinterroger, j'entendais parler d'économie sociale et solidaire, et je voulais réinterroger l'intervenant qui a parlé emploi et travail,
pour lui demander si, de son point de vue, justement, cette vague qu'on entend de plus en plus, eh bien, lui paraît quelque chose de sensible, ou est-ce que c'est un mirage qu'on nous présente? Parce qu'il me semblait que ça répondait assez bien, finalement, à la question que vous souleviez sur la remise, pour essayer de remarier travail, éventuellement emploi. Julien ? Oui, excusez-moi, je ne sais pas si c'était M. Puel ou si c'était moi-même qui était interrogé. C'est plutôt vous en ce moment. Je peux vous répondre, hein, mais... Moi, je ne crois pas que ce soit une mode qui va passer, parce que dans la construction du monde qui est en train de se chercher, on voit bien que les recettes de l'économie capitaliste ne donnent pas la réponse. Elles permettent de faire accéder, enfin elles ont permis, dans la phase de grande croissance du début du XXIe siècle, de faire accéder des centaines de millions de gens des pays émergents, justement c'est ça l'émergence, à un mode de vie de classe moyenne, alors qu'ils étaient dans le mode de vie traditionnel extrêmement précaire. C'est pas rien, il faut le reconnaître, mais on voit bien que c'est tout sauf un système inclusif. C'est ça la question. Donc il me semble que c'est... Enfin, on peut faire de la rhétorique autour de ça, mais en fait c'est ça la question. Donc moi je ne vois pas que ce soit une question comme ça qui va subir les frais de la mode, les flux de la mode ou les initiatives des médias. Je peux compléter également. L'économie sociale, la première fois qu'on a employé économie sociale, c'était en 1830, à Lyon d'ailleurs. Donc la première coopérative est née à Lyon, en France en tout cas. Je dirais donc c'est loin d'être une mode, hein, c'est juste qu'effectivement la grande question c'est de savoir comment on veut la positionner. Est-ce qu'on veut la positionner comme un modèle réparateur d'un système excluant, d'un modèle économique qui crée de l'exclusion, ou est-ce que l'on veut s'en servir comme un projet de transformation économique et sociale? Voilà, la grande question, elle est là. On en parlait ce matin, l'économie sociale et solidaire, moi j'interviens beaucoup en Master 2, dans des cursus économie-gestion, donc des gens qui arrivent à la fin de leur cursus, ils n'ont jamais entendu parler d'économie sociale et solidaire. Donc je pense qu'il y a un modèle à faire évoluer. L'économie sociale et solidaire ne peut pas être une alternative au système économique dominant, mais peut en tout cas être force de proposition, de contribution, d'évolution, de transformation. Voilà. Et c'est loin d'être une mode, puisque de toute façon, médias ou pas médias, loi ou pas loi, de toute façon, les citoyens, quels qu'ils soient, s'organiseront toujours pour répondre collectivement à leurs besoins si le marché et le pouvoir public ne peut pas y répondre. Et ici, on en a quand même beaucoup d'exemples et de bonnes illustrations. Moi, je trouve très intéressant dans ce qui a été retourné, ce qui revient des ateliers, la similitude de certains mots. On a entendu passerelle, par exemple, à 2 reprises, et on a entendu aussi point d'appui où la personne dans la formation porteuse de sa propre expertise, alors qu'on disait dans l'entreprise, la différence est un point d'appui pour créer des espaces de communication et de temps, etc. Donc on voit bien que dans cette approche-là, l'entreprise se réinterroge et peut-être se rapproche de la dimension au moins solidaire, au sens où elle reconnaît chacune de ses composantes. Est-ce que peut-être on peut développer un peu plus ce qui a été dit dans les ateliers sur cette dimension-là? Pour ceux qui étaient dans les ateliers aussi. Hein. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Bon, on ne va pas faire concurrence au théâtre d'impro parce qu'on n'est pas aussi bon, hein, très clairement. Non, mais moi, il me semblait, j'essayais d'assembler plusieurs choses qui ont été dites ou que j'ai pu entendre.
modestement, donc ce n'était pas une question, c'était une réflexion. Oui, sur le fait que dans l'entreprise sociale et solidaire, on voit ça comme un modèle protecteur, comme un modèle qui donne sa juste place, qui est favorable à l'inclusion. Je voulais dire qu'on a entendu dans 2 autres ateliers que la prise en compte de la singularité d'une personne, ça permet de créer des espaces de communication ou d'analyser différemment la manière de travailler ou la manière de communiquer. C'était dit dans l'atelier sur les pratiques managériales, par exemple. Et de ce point de vue, on peut considérer que l'entreprise économique marchande, qui est dans une économie peut-être un peu excluante, eh bien, pour créer sa performance sur le long terme, elle doit peut-être s'inspirer de ce genre de pratiques managériales et notamment prendre appui sur cette singularité qui se présente à elle dès lors qu'elle a inclus des personnes qui ne sont pas forcément spontanément dans la norme. Donc c'est un point de convergence. Et dans la formation, j'ai cru comprendre que c'était aussi de même. Merci pour la reformulation. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti. Et en fait, je crois qu'aujourd'hui, on a énormément d'exemples d'entreprises qui sont, j'ai employé tout à l'heure le terme dandy accueillante, mais en fait pas du tout au sens misérabiliste du terme, mais avec effectivement l'idée que ça entre dans le projet de l'entreprise. Et on s'est bien rendu compte que ces entreprises-là sont souvent les plus performantes au sens où elles sont capables de s'adapter à la différence et donc de s'adapter à leur environnement et que donc l'accueil de personnes en situation de handicap n'est pas pour elles du coup un handicap, bien au contraire. Donc je ne sais pas si ça répond à la question Thierry, mais je pense que c'était un petit peu ça l'idée. L'Assemblée jugera par les questions qu'elle va peut-être poser aussi maintenant. Est-ce que des personnes ont des éléments d'éclaircissement à demander? Oui, M. Puel, allez-y. L'atelier sur l'économie sociale et solidaire. C'était très, très intéressant. Alors, ce qui est frappant, enfin, ce qui a été dit dans l'atelier, c'est que du point de vue de l'accueil des handicapés, l'économie sociale et solidaire ne fait pas mieux que l'économie classique. Et alors, donc, on s'est interrogé sur le fait que la loi était en préparation, qui allait donner, alors non pas un label, a-t-on dit, mais un agrément. Un agrément. Et alors, la question qui apparaît, c'est est-ce que les associations d'handicapés vont être associées au suivi de ces agréments et à la façon dont ils sont exécutés, enfin réalisés de façon fidèle. Et qu'il semblait qu'il y avait là un enjeu pour l'avenir des associations d'handicapés dans à l'intérieur même de l'économie sociale et solidaire dont ils font eux-mêmes partie. Merci, M. Puel. D'autres remarques, constats, questions? Oui, allez-y. Stéphane, juste devant, s'il te plaît. Merci. Je voulais revenir sur une remarque de Madame Novelli qui indiquait qu'une personne sur 5 en situation de handicap qui souhaite travailler n'arrive pas à travailler. Et à l'inverse, dans l'atelier auquel j'ai participé sur emploi protégé, emploi adapté, plusieurs représentants d'entreprises ont dit qu'ils ne trouvaient pas, malgré leur souhait de recruter une personne handicapée, ils ne trouvaient pas de candidats. Donc il y a un problème dans la correspondance entre l'offre et la demande, je dirais. Donc il y a plusieurs obstacles à ça qu'on a pu repérer, notamment le manque de formation pour développer les compétences des personnes handicapées, la méconnaissance du réseau Cap Emploi, qui a été cité par les entreprises, de façon un peu plus marginale, mais à mon avis significative, l'absence de difficultés d'accès au permis de conduire pour les jeunes handicapés qui font souvent obstacle au recrutement. Donc, est-ce qu'il y a d'autres éléments pour comprendre cette difficulté, la dépasser éventuellement, de mise en correspondance entre l'offre et la demande?
Oui, peut-être une réponse de la salle, madame. Prenez le micro, s'il vous plaît. Oui, pour compléter, j'avais une question qui est en lien avec les questions qu'a développées la dame. C'est est-ce que, enfin, je parle surtout de mon expérience personnelle. Quand j'ai terminé mes études, je suis en situation de handicap et je suis allée à l'université. Donc, je suis diplômée, mais j'ai constaté que sur le marché du travail, il y avait comme un décalage de langage entre les employeurs et les personnes handicapées qui rechercheraient du travail. Je m'explique. Face à une offre d'emploi, on se dit, est-ce qu'on est capable ou pas capable de l'exécuter, d'exécuter les missions demandées? Et du coup, on est obligé de réfléchir à ses propres compétences. Et c'est là où on pêche. On n'a pas forcément la formation adaptée, ce qui est demandé, la formation demandée sur l'offre d'emploi, mais quelque part, on aurait peut-être les compétences pour réaliser les missions. Il suffirait peut-être d'une petite formation en interne pour répondre complètement aux missions du poste. Je ne sais pas si j'ai été claire dans ma question, mais est-ce que finalement, il n'y a pas un décalage entre les offres d'emploi telles qu'ils sont formulées et les CV des personnes handicapées qui se freineraient eux-mêmes en se disant « Ah oui, mais non, je ne suis pas capable. Je n'ai pas les compétences. » Qu'est-ce qu'on entend par compétences quand on recherche un travail et quand on est en situation de handicap? J'ai l'impression qu'il y a un décalage de code ou de langage, je ne sais pas comment le formuler. Mais du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas, au niveau des DRH, former à adapter les embauches, les offres d'emploi? Je ne dis pas changer les exigences en matière de compétences, je dis reformuler. Très bien, oui, Monsieur Puel, puis Jean-Baptiste. La question est très pertinente. Une offre d'emploi, c'est une affiche. La réponse à une offre d'emploi, c'est de répondre de telle façon qu'on a le maximum de chances d'avoir un entretien. Et puis ensuite, se passe l'entretien. Donc c'est là où on sort du langage un peu convenu, normé, à une relation interpersonnelle. Alors à ce moment-là, il se joue un jeu. Moi, j'ai fait beaucoup d'orientation pour les étudiants. Les étudiants ont été anxieux de savoir s'ils avaient toutes les formations qu'il fallait, toutes les spécialisations. Je leur dis... l'entrepreneur ou le responsable des ressources humaines qui vous recrute, il ne recrute pas en calculant le nombre d'unités de valeur que vous avez eues, le niveau de... Il se demande, est-ce qu'il pourra remplir le poste? Est-ce qu'il pourra faire le travail? Et est-ce que j'aurai du plaisir à travailler avec lui ou avec elle? Voilà. Jean-Baptiste Thibon. Oui, je voudrais répondre aux deux questions à la fois. La difficulté aujourd'hui, me semble-t-il, c'est qu'il y a un tel décalage entre les besoins des entreprises qui sont pris dans le monde économique hyper rapide et la formation, que l'offre d'emploi proposée, certes, la formation donne un repère, mais je me rends compte au niveau des recrutements, les recruteurs regardent essentiellement les écoles et les universités qui ont formé les élèves. Et de toute façon, après, vu qu'il y a ce décalage, il y aura forcément une formation interne pour
intégré aux méthodes de l'entreprise qui diffèrent vraiment par rapport à la culture interne de l'entreprise. Et c'est pour répondre à la deuxième sur les ESAT et EA, c'est quand même étonnant que maintenant, en effet, je l'entends aussi, que les ESAT EA, vu le rendement qu'on demande à un directeur d'ESAT, ces employeurs sont soumis à la même norme que les entreprises de milieu normal et n'arrivent pas à trouver aussi la main-d'œuvre correspondante, ce qui complique davantage les choses parce que le processus pour entrer dans un ESAT EA est soumis à la commission d'orientation de la MDPH. Donc, le pauvre directeur des ATEA, il doit prendre ce qu'on lui présente. Et il doit chercher aussi d'autres compétences. Donc, c'est vraiment un système de plus en plus complexe. Très bien, merci. Moi, je voudrais apporter aussi un petit complément pendant qu'on approche un micro de monsieur ici à ma droite. Par rapport à la question que vous aviez déjà évoqué, un certain nombre de freins qui peuvent être des limitations à l'inclusion des personnes. Dans l'atelier sur les pratiques managériales, ce matin, quelqu'un disait que l'inclusion, c'était la norme. Aujourd'hui, pour de vrai, j'allais dire, la loi d'ailleurs invite à cela, l'inclusion c'est la norme. Par contre, ça ne fonctionne pas spontanément parce qu'il n'y a pas de savoir-faire pour prendre connaissance de chaque situation particulière et pour pouvoir l'intégrer. Et le manager, ça rejoint un deuxième axe qui a été répercuté à l'instant, c'est celui du court terme. Et on pense que la performance se veut être impérativement là à court terme. Par contre, le savoir-faire, la reconnaissance de chacun, le management de la singularité, ça vit bien avec la performance à plus long terme. Et ces deux dimensions-là sont effectivement très en tension. Et puis une autre remarque aussi, parce qu'il est parfois intéressant de détecter dans l'expression comme ça des uns et des autres ce qui peut être poil à gratter pour notre secteur. J'ai entendu quelqu'un qui disait que finalement, quand on va et qu'on accompagne des personnes en situation de handicap dans l'entreprise, quelque organisme de placement que ce soit ou d'accompagnement, eh bien, on a tendance à hypertrophier la question du handicap. Et un entrepreneur nous disait, mais vous en faites trop, hein. En gros, vous nous déballez toute votre connaissance du handicap, mais nous, ce n'est pas ça vraiment qui nous intéresse. À la limite, on veut bien faire avec, ce n'est pas un problème. Donc, n'en faisons pas trop, parce que parfois, peut-être, on dresse nous-mêmes des obstacles avec une immense bienveillance. Une dernière question, peut-être, Laurent, là-bas ? Oui. Donc, Laurent, conseiller départemental de la PF-Rhône. Donc, je voudrais d'abord rebondir sur la question de l'inclusion. L'inclusion est un objectif et moi, j'aimerais bien que ça soit la règle, mais malheureusement, j'attends les actes. En ce qui concerne... En ce qui concerne l'atelier de ce matin où je suis allé, donc c'est l'atelier des ISAT et entreprises adaptées, et les directeurs surtout d'entreprises adaptées et puis un peu des ISAT me disaient qu'ils avaient encore beaucoup de mal à recruter des personnes en situation de handicap diplômées et même très diplômées. Or, lorsque j'étais étudiant, j'étais représentant des étudiants handicapés, enfin, pardon, en situation de handicap, et nous avions une mission
à l'intérieur du campus. D'ailleurs, chaque campus maintenant doit avoir une mission handicap. Est-ce que les ESAT ou les EA se sont rapprochés de ces missions du handicap universitaire pour avoir accès aux personnes diplômées? Voilà ma question. On a évoqué ça ce matin déjà, mais c'est vrai que pour des personnes qui candidatent en ESAT, le niveau requis, ce n'est pas des gens qui sortent d'université. Donc la question de la formation, oui, elle est aujourd'hui partie prenante dans ce qu'on met en place dans les ESAT, mais c'est en aucun cas des formations universitaires. Oui, alors ça, les EA, je ne peux pas trop répondre là-dessus, mais je ne sais pas s'il y a des directeurs d'EA dans la salle. Y a-t-il un directeur d'EA dans la salle? Oui, j'en vois au moins un, moi. Zut, vais-je devoir le désigner? Est-ce qu'il peut répondre à cette question? Entre le recrutement, Laurent questionne, autour du recrutement des travailleurs en situation de handicap et les compétences, la formation professionnelle pour remplir telle ou telle tâche dans l'entreprise adaptée. Bonjour, Stéphane Martinez, donc je dirige l'entreprise adaptée APF qui est située à Villeurbanne, donc en banlieue lyonnaise. Le recrutement, on ne rencontre pas de grandes difficultés pour le recrutement, je parle sur le Rhône, puisqu'on a un réseau malgré tout qui est assez actif et sur lequel on s'appuie, qui est le Cap Emploi. Alors, les problématiques liées au recrutement, en fait, ont plusieurs sens. Tout d'abord, quelles sont les activités que l'on développe au sein de nos établissements? Est-ce que ça nécessite des compétences très élevées, très techniques? Pour notre part, oui, nous avons deux métiers qui sont assez techniques. Sur un métier industriel qui nécessite des compétences techniques au niveau de câblage et de connectique, et un autre métier sur les activités de tertiaire où on est donc spécialisé sur la numérisation et la gestion électronique de documents. Alors on a développé en interne et puis avec des partenaires également des modules de formation qui s'étalent donc sur plusieurs semaines, des fois plusieurs mois, et qui permettent, intégrant des personnes qui n'ont pas ce niveau de compétences requis, pour pouvoir justement acquérir les compétences et intégrer nos équipes tout à fait naturellement. Malgré tout, les candidatures que nous propose le Cap Emploi sont bien souvent fournies avec ce niveau de compétences requis pour développer nos activités. Toutefois, il y a un point qui à mon sens, est assez majeur lorsque l'on parle de la formation, et je voulais insister sur cet aspect-là. Avant de pouvoir accéder à des niveaux de formation tels qu'on le souhaiterait, et notamment sur des métiers techniques que nous tous, entreprises adaptées ou ESAT, développons, nous avons, nous, rencontré une grosse problématique, ou tout au moins une problématique qui est assez alarmante, et sur lequel il faut vraiment qu'on s'attelle à y remédier. C'est ce que l'on appelle le développement des compétences de base et clés sur les savoirs de base. Pour notre part, sur l'entreprise adaptée APF à Villeurbanne, nous avions près de 80% de nos salariés qui, issus d'un parcours scolaire classique ou non classique, n'avaient pas forcément acquis les compétences de base. Les compétences de base, c'est le savoir lire, savoir écrire, savoir se positionner, c'est la logique, c'est des tas de savoirs de base qui ne sont pas forcément acquis, mais qui sont nécessaires et utiles pour pouvoir fournir des parcours, je dirais, durables aux personnes en situation de handicap. Alors nous y avons remédié avec une action que nous menons depuis 5 ans, et nous l'amenons en collaboration avec la NLCI, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, sur des plans de formation pluriannuels qui concernent l'ensemble de nos salariés et qui permettent justement à terme, et là nous sommes dans la 5e année où plus de 35 personnes chez nous sont concernées par ces plans de formation-là. Donc ils ont des parcours au sein de notre établissement durable. Ce sont des personnes qui sont en contrat à durée indéterminée, mais que nous accompagnons en repartant du niveau
de base. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important. Ça n'est pas un frein au développement du projet professionnel, ça n'est pas un frein au développement des savoir-faire et des compétences, mais c'est une position de démarrage qui, à mon sens, est très très importante pour justement accompagner ces personnes-là et leur fournir un parcours professionnel de qualité. Donc, pour répondre globalement à la question, les recrutements, oui. Les compétences et les savoir-faire, si tant est qu'ils sont déjà acquis, pourquoi pas. Mais je pense que, pour notre part, tout au moins, l'accès à l'emploi ne se limite pas à des compétences, à des savoir-faire qui sont acquis en base, mais c'est plutôt de construire avec les candidats un projet professionnel et de surcroît un projet professionnel durable. Et je pense que c'est nos missions, nous, entreprises adaptées, d'accompagner les personnes dans ce parcours professionnel, mais il faut surtout mettre en avant la formation et insister sur un parcours de formation qui doit être qualifiant et certifiant. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, oui, mais je voulais faire part de ce témoignage-là sur les personnes que nous recrutons, nous, au sein de l'entreprise adaptée APF. Merci. Voilà, ça ne se limite pas à des savoir-faire ou des compétences qui sont acquises uniquement. On doit aussi les accompagner pour développer ces compétences. Merci beaucoup. Je pense que Jean-Luc vous donnez la parole. Il me revient peut-être de la reprendre. Pour clôturer cet atelier, enfin cette première table ronde de restitution des 4 ateliers, nous allons ensuite, des 4 ateliers, pardon. Ensuite, il va y avoir un petit intermède vidéo et ensuite 3 autres ateliers viendront en présentation. Merci pour les rapporteurs. C'est en soi un travail et du boulot. Alors une petite pause vidéo, le film que vous allez voir maintenant, Bref, je suis vendeur télécom, est un film qui a reçu le Grand Prix du festival de la seconde édition du Festival dans la boîte, Emploi et handicap, créé et organisé par handicap.fr, que nous remercions pour son soutien à cette journée des États régionaux. La prochaine édition du Festival dans la boîte aura lieu en novembre 2014. Je vous laisse découvrir ce petit clip. Bref, quand mon réveil a sonné, j'avais un de ces mots de vente qu'on a dans les moments importants de sa vie. De même que le jour où j'ai embrassé cette fille pour la première fois, où j'ai eu mon bac, où j'ai passé mon permis de conduire, où j'ai... Bref, un gros nœud dans le ventre qui vous coupe l'appétit. J'ai pris 2 douches. Je me suis occupé de ma barbe pour avoir l'air d'un mec qui ne s'occupe pas de sa barbe. J'ai essayé une tenue 1, une tenue 2, une tenue 3. Et je suis revenu à la tenue 1. Je me suis entraîné à dire bonjour, à sourire, à montrer que je suis un mec sympa. Un mec sympa, toi. J'ai sauté dans ma voiture, direction mon nouveau boulot. Soudain, j'ai ressenti la même chose qu'un mois auparavant. C'était le jour de mon entretien. Le jour où j'avais explosé mon réveil tellement j'étais stressé. Où j'ai pris 2 douches. Où je me suis occupé de ma barbe pour avoir l'air d'un mec qui ne s'occupe pas de sa barbe. Pendant mon entretien, la DRH m'a demandé quels étaient mes plus grands défauts. J'hésitais entre ultra têtu, impulsif et dépensier. Têtu, impulsif, dépensier? Puis m'a demandé ma plus belle qualité. Et j'ai dit... Les jambes. Elle a ri. Sur mon CV, elle a noté le mot humour, avec un plus devant. Je ne savais pas comment le prendre. Elle m'a dit... Vous faites du basket? Elle m'a lancé sur le sujet. Le basket, j'adore. Hier, d'ailleurs, une petite anecdote. Je tombe, je dégringole. Je ne m'arrêtais plus de parler. Je marque. J'ai marqué, je sauve l'équipe. À la fin, elle m'a dit... Moi, bien pour aujourd'hui, Samira. Non, moi, c'est Samir. Elle a ri. Elle a écrit un autre plus sur mon CV. Et m'a dit... Merci. On vous rappellera bientôt. Et pour la première fois de ma vie, j'ai compris. Merci. C'est dans la poche. 2 jours après, mon téléphone a sonné. J'ai répondu. Allô? Bonjour Samir. C'était la DRH. On vous prend. J'ai dit. J'ai rien pu dire. J'ai sauté de joie. Façon de parler. 1 semaine plus tard, j'avais rendez-vous avec ma responsable et un ergonome. En entrant dans le front office, j'avais l'impression que tout avait déjà été conçu pour les personnes à mobilité réduite. Et oui, il y a beaucoup de collaborateurs reconnus handicapés, même si parfois le handicap est invisible. Pour l'accès aux clients et aux employés handicapés, ils avaient déjà pensé à tout. À ça, à ça, à ça, sauf à ça. Vous voyez, il y a toujours des choses à améliorer. Ensuite, on a signé mon contrat. Vous verrez, hein, l'équipe est super, on est vraiment soudés. Tout à coup, j'avais l'impression d'avoir mon entraîneur de basket devant moi. Tu seras meneur et tu porteras le numéro 10. L'émotion me faisait délirer, mais j'ai compris que j'allais intégrer une belle équipe. Je l'ai regardée, elle m'a regardé, je l'ai regardée, elle m'a dit. Alors bienvenue au club, et on se dit à lundi. J'ai dit merci. Et là, on était lundi, c'était mon premier jour. J'ai regardé ma montre et elle m'a crié. Je ne suis jamais sorti aussi vite de ma voiture. Même la fille, dans la voiture d'à côté, elle n'a pas compris ce qu'il se passait. À peine entré dans la boutique, bonjour tout le monde. Tout le monde s'est levé pour me saluer.
Vous inquiétez pas, tout roule. Hein. Et très vite, j'ai fait partie intégrante de l'équipe. Un jour, une cliente s'est énervée. C'est pas possible, j'ai la polio ou quoi? Attendez, c'est moi qui ai la polio. Je l'ai regardée, elle m'a regardé, je l'ai regardée, elle m'a regardé, je lui ai souri. Elle a fini par me sourire. Samir, tu peux passer à la pochette 3 s'il te plaît en haut? Je veux bien, mais ramène-moi un escabeau. Ça, c'était plutôt bon signe. Bref, je suis vendeur Bouygues Télécom. Voilà cette petite pause avec ce festival dans la boîte qui est donc partenaire de nos États régionaux. On va donc faire la deuxième remontée des ateliers de ce matin sur une vision là beaucoup plus autour du parcours de vie, autour de la stratégie personnelle. Donc on va inviter les 3 animateurs des 3 ateliers restants, le bénévolat et le volontariat comme facteur d'inclusion, avoir la bonne attitude, handicap et précarité, une double peine, anticiper l'inclusion, prioriser. Merci de nous rejoindre, Thierry et moi, sur la table ronde. Pendant ce temps-là, on prépare le diaporama. Voilà donc peut-être le premier temps sur l'atelier sur le bénévolat, le volontariat. C'est Serge là, on te passe. Voilà, donc bénévolat et volontariat comme facteur d'inclusion. On s'est surtout attaché, donc dans le cadre d'inclusion, au bénévolat des personnes en situation de handicap. Les principales idées qu'on a retenues, c'est que dans une association, chaque bénévole apporte compétences et idées nouvelles. Tout à l'heure, Jean-Baptiste disait qu'il faudrait que ça soit apporté dans les entreprises. Ben là, au moins, c'est au moins dans les associations. Via les associations, les bénévoles retrouvent envie de vivre et confiance en eux. Ça me manque un peu en ce moment. Les personnes en situation de handicap se sentent donc capables d'exercer un bénévolat d'accompagnement fort et utile. D'autre part, le bénévolat est un moteur pour les associations et un tremplin professionnel pour les personnes en situation de handicap. Et surtout, point fort, on a retenu l'idée principale d'une solution, c'est que les personnes en situation de handicap interviennent dans la gouvernance des associations. C'est le cas à l'APF et on souhaiterait que ce soit le cas dans pas mal d'associations. Voilà les principales idées qu'on a retenues. Merci bien. On va donner la parole à l'autre atelier, celui sur la bonne attitude. Alors, je vais déjà commencer par moi-même, à savoir